L'interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ministre délégué, chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Évidemment, Olivia Grégoire. Tout d'abord, je voulais parler de la dette. Bercy envisage un déficit public autour de 5,5% du PIB pour 2023. C'est pas bon, la France dévisse. Qu'est-ce qui fonctionne pas ? D'abord, il faut quand même rappeler qu'un budget, c'est pas gravé dans le marbre. Un budget, ça n'est pas l'étape de la loi. La France n'est toujours pas une île. Donc il y a plusieurs pays en Europe, je prends l'Allemagne par exemple, qui, en ce début d'année 2024, ont revu leurs perspectives de croissance, mais aussi l'ampleur possible de leur dette et de leur déficit. En Allemagne, par exemple, les perspectives de croissance ont été rabougries pour atteindre 0,2%. On est en perspective de croissance en France aux alentours de 0,7-0,8%. Donc on a une meilleure croissance. La réalité, c'est qu'on a, nous, un autre problème qui est celui de la dette et du déficit, qui est en particulier lié à je dirais, le modèle même de notre État qui est assez protecteur, mais aussi d'un État-providence qui accompagne et qui a beaucoup protégé les Français. Juste sur l'année 2023, imaginez 45 milliards d'euros pour le bouclier tarifaire pour payer 150 à 200 euros d'augmentation sur les factures d'électricité des Français. Voilà une des raisons pour lesquelles aussi on a dérapé. On aura l'occasion d'en parler dans cette interview. Il faut regarder les choses posément. Le budget, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que ceux qui critiquent aujourd'hui ont été en mesure soit de proposer des pistes d'économie, soit de voter les économies qu'on a proposées? Jamais. Pardonnez-moi, mais on est parmi les cancres de l'Europe. L'Allemagne, oui, effectivement, l'Allemagne était en récession la semaine dernière. Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence par rapport à la France. C'est que sa dette, c'est seulement 60% de son PIB, quand nous, on est à 110%. Oui, mais vous voyez, j'imagine qu'il y a aussi des interviews en Allemagne. Ils savent encaisser les chocs. Oui, on sait aussi générer de la croissance, voyez-vous, puisqu'on a quand même des perspectives de croissance, je le redis, qui sont 3 à 4 fois supérieures à celles de nos voisins allemands. Il faut de la croissance, il faut de l'emploi pour financer le modèle de protection sociale, pour financer notre assurance chômage, pour financer l'assurance maladie. Donc, il y a des problématiques européennes, il y a, et je veux le redire, des chocs, et ces chocs, ils sont pas que nationaux. Qui pouvait prévoir qu'on serait à 4% de taux d'intérêt avec la Banque centrale cette année? Qui pourrait prévoir que la guerre, on s'embourberait dans une guerre longue? Qui pouvait prévoir ce qui s'est passé aussi au Moyen-Orient? Il y a eu énormément de chocs en 2023. On revoit le budget et on attend aussi, je précise, des propositions et des pistes. Moi, j'appelle à la cohérence et je le dis ayant siégé aux finances. Nous avons face à nous le RN, par exemple, qui a beau jeu d'aller sur les plateaux, mais qui jamais ne propose des pistes d'économie, et LR, qui a proposé plus de 100 milliards de dépenses. Oui, mais c'est tellement facile, Romain Desarbres, tellement facile d'aller en plateau jouer des claquettes pour pleurer et critiquer le gouvernement, quand au sein du Parlement, jamais on a voté ou proposé des pistes d'économie. Ça suffit, il faut que les Français le sachent. Est-ce qu'il va falloir qu'on change le logiciel du budget public français? Est-ce qu'il va falloir que l'État dépense moins? Est-ce qu'il va falloir qu'on verse moins d'argent public aux Français? Est-ce que les Français sont trop habitués à ce que l'argent public tombe du ciel ou non, je n'irai pas dans ces considérations morales. On a un modèle... C'est pas moral, c'est très économique. Non, oui, mais c'est pas... est-ce qu'il faut que l'argent de l'État arrive moins aux Français? C'est pas tant ça. Il faut qu'on questionne la réalité de notre modèle social. On a sur certains champs de la protection sociale, de l'assurance chômage notamment, mais aussi de l'assurance maladie. On a dans les frais de fonctionnement, on a parfois des couches dans l'administration qui sont peut-être inutiles et redondantes. Il faut qu'on fasse ce travail ensemble, qu'on appelle de nos voeux. C'est l'épaisseur du trait. Éric Ciotti sera l'invité du grand rendez-vous dimanche sur CNews et Europe 1. Il estime qu'on ne peut pas vivre toute sa vie des aides sociales. Il l'a dit dans Les Échos. Vous avez certainement lu au moins le résumé de cette interview. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais encore, j'ai envie de dire à Éric Ciotti, qu'y a-t-il derrière cette affirmation? Qu'y a-t-il derrière ces constats? Est-ce que vous partagez déjà ce constat? La réalité, c'est qu'on dépense beaucoup. La réalité, Bruno Le Maire le dit aussi avec courage dans notre majorité, c'est qu'on a un modèle social qui nous coûte très cher et qu'il faut challenger, qu'il faut questionner pour pouvoir continuer à rembourser l'essentiel. Vous savez, on découvre pas, qui a porté la réforme de l'assurance chômage? Qui s'est fait taper pendant des mois sur la réforme des retraites? Qui? Combien ont ramené au budget de l'État, Romain Desarbres, ces 2 seules réformes portées par l'ancienne première ministre Elisabeth Borne? Combien? 30 milliards d'euros. Où étaient les LR? Où était le RN, à part à faire des claquettes sur les plateaux? Qui nous a soutenus pour aller chercher en 2 réformes 30 milliards d'euros d'économies? Pas grand monde. Je voulais vous parler également
de l'accord CETA, accord de libre-échange. Les sénateurs ont dit non. Quelle est votre réaction? C'est un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation heureuse? J'entendais votre édito intéressant juste sur avant. CNews. Bien sûr, juste avant d'intervenir. Je crois que c'est un mauvais procès fait à un bon accord. Et j'écoutais un petit peu plus tôt chez un de vos confrères, Étienne Gernel, qui disait, je veux citer sa parole, que c'était le triomphe du rabougrisme. Je crois vraiment que ce qui s'est passé hier au Sénat, qui est une chambre que je connais bien, et qui est une chambre qu'on appelle la Haute Chambre, la Chambre des Sages, est un mauvais coup politicien. Que la droite et l'extrême gauche s'allient pour casser un accord qui a quand même permis à nos exportations d'augmenter de plus de 30%, qui a permis, et je suis la ministre des Entreprises, à nos fromagers, à nos producteurs de fromage, à nos artisans d'augmenter de 60% nos exportations depuis des années, c'est le CETA. Donc en réalité, je crois que c'est un mauvais coup politicien et sachez que nous allons continuer à nous battre. C'est les agriculteurs qui ne le comprennent pas, cet accord? Ils se trompent quand ils sont contre? Oserais-je dire que c'est aussi des acteurs politiques qui, sur le dos de la crise agricole et des doutes qu'on peut avoir à l'aune de la mondialisation, décident aussi de bloquer un accord qui est clairement au plan économique favorable à la France. C'est une instrumentalisation d'un sujet économique important pour nos entreprises dans un moment où il ne vous a pas échappé non plus qu'on est en élection européenne. Donc c'est véritablement un bon accord, mais rejeté pour de mauvaises raisons. Le chemin n'est pas terminé, il faut le dire aux Français. Il y a aussi des débats à l'Assemblée qui se profilent pour que nous puissions poursuivre le débat et démontrer qu'il y a des accords. Il faut casser les clichés. Il y a des accords avec des clauses miroirs où on peut être gagnant. Celui-ci en fait partie. Les élections européennes, vous êtes la ministre donc des entreprises. Mardi et mercredi dernier, Jordan Bardella était à la rencontre d'associations du monde de l'entreprise et des patrons, des représentants des patrons. Comment est-ce que vous jugez les propositions économiques du RN? Absentes. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent faire l'effort d'aller sur le site Rassemblement National, ce que je fais fréquemment. Vous avez 22 livrets thématiques assez détaillés, d'ailleurs, de propositions. Je suggère à vos auditeurs de chercher le livret sur l'économie. Il n'y a pas, aujourd'hui, de perspective, de cap, de vision. D'ailleurs, Jordan Bardella, ça n'est pas moi qui le dise, mais les patrons qui étaient à cette réunion, a été très évasif, a fait d'ailleurs des erreurs sur des lois que j'ai portées. En réalité, quand j'ai écouté ces paroles, parce que j'écoute ce que disent les oppositions, je me suis dit, c'est tellement facile de dresser des constats, Romain Desarbres. Si je vous dis un stylo, ça sert à écrire, on est d'accord. Si je vous dis l'économie, ce sont avant tout des entreprises, on est d'accord. Qui peut être contre ces poncifs? Ça a été 2 heures de poncifs truffés d'erreurs. Y a-t-il l'ombre d'une proposition? Il dit qu'il veut produire en France. Merci. Qui a ramené de l'industrie et permettre, en France? rendre l'économie et l'entrepreneuriat plus facile. Bah oui. Bah, c'est intéressant. La question, c'est pas quoi, c'est comment? Qui a ramené aujourd'hui plus de 100 000 emplois industriels dans ce pays? Qui a fait en sorte depuis 5 ans, que ce soit en France, que les investisseurs viennent plus qu'ailleurs en Europe pour investir? Qui a fait baisser le chômage? Qui a baissé? Vous savez, c'est pas toujours facile d'être au pouvoir depuis 7 ans, je vous l'accorde. Mais ça a un avantage d'avoir un bilan, ce qui nous permet des perspectives. Ça bloblote, ça papote avec Jordan Bardella. Qui a baissé de 26 milliards d'euros au précédent quinquennat les impôts des entrepreneurs? Je fais des déplacements toutes les semaines. Ils le voient bien, les entrepreneurs, qu'on a fait passer le taux de leur imposition de 33 à 25%. On l'a financé, on l'a fait. Que propose Jordan Bardella? À part des poncifs, il n'y a pas l'ombre d'une proposition. % d'intention de vote aux européennes. Ce que je dis sur l'économie est important et je crois que les petits patrons ne s'y trompent pas. Quand on lit le programme de Marine LePen et Jordan Bardella, du moins ce qu'on arrive à en déduire, puisque je rappelle qu'il y a très peu de lignes, 2-3 propositions. Et dans les arguments de campagne de votre camp, donc Renaissance, un vote anti-RN, c'est limité, ça semble pas fonctionner, ça fait pas reculer les intentions de vote pour Jordan Bardella. Moi, je crois qu'il faut déjà voter pour la majorité parce que nous portons une envie d'Europe, nous portons une vision d'Europe et nous portons aussi accessoirement... Vous parlez que du Rassemblement National. Vous voyez, j'ai parlé d'autres acteurs. En l'occurrence, c'est moi qui vous ai questionné dessus. Je ne suis pas permis de le dire, mais moi, ce que je veux redire sur les entreprises, parce que je veux pas qu'on ferme ces débats trop rapidement. On va prendre un exemple, faut être précis quand on parle d'économie. Dans son programme à Marine Le Pen, par exemple, elle dit... on va nationaliser les autoroutes. C'est 40 à 50 milliards d'investissements publics. Et moi, je regarde la colonne recettes. Qu'y a-t-il? Où est-ce qu'elle trouve l'argent, Marine Le Pen, pour financer ces actions-là? Elle a des choses assez floues sur les étrangers, la fraude. Ça rapporte à peu près 30 milliards d'euros. Vous voyez, juste avec une mesure
nationaliser les autoroutes. Le budget de Madame Le Pen ne tient pas. Il faut le dire aux gens. Il faut être précis pour revenir aux européennes. Vous savez, je lisais aussi ce que disait Jordan Bardella, qui surfe et qui s'appuie très lourdement sur les sondages. J'ai un peu d'expérience, c'est l'avantage de l'âge. On va d'abord faire campagne avant de me dire que c'est perdu. On va d'abord faire campagne avant de m'expliquer que la majorité est condamnée. Il nous reste 3 mois. Je peux vous dire qu'on va se déployer partout, que des idées on en a, et surtout contrairement à eux, nous sommes présents, nous sommes là au Parlement européen. Leurs absences et leur vacuité en termes idéologiques se voient au Parlement, on va se battre. Olivia Grégoire, invitée de la grande interview, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation sur CNews et sur Europe 1. Vous avez indiqué cette semaine, Olivia Grégoire, dans les Échos, vouloir lutter contre les retards de paiement qui fragilisent la trésorerie des PME. Pour ça, vous allez doubler les plafonds des amendes et aussi faire ce qu'on appelle du name and shame. Vous allez nommer on le fait déjà, il faut le faire plus. Que la honte soit sur ceux qui payent pas leurs factures. Moi, il y a un sujet que j'aime, c'est la transparence. Dire les choses, c'est pas de la honte que je cherche à procurer, c'est de la transparence. Il y a des mauvais joueurs, il y a des mauvais payeurs. Et vous savez quoi ? Quand il y a une vingtaine d'années, on disait au football, c'est toujours la même histoire et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. Vous voyez, dans les délais de paiement, c'est un peu la même histoire. C'est toujours les PME qui sont les dernières à être payées et les premières à payer. Et les PME, c'est 99% de nos entreprises. Combien y a-t-il d'argent dans la nature à cause de ces retards de paiement? Il y a un peu plus de 15 milliards d'euros dans la nature que nos PME n'ont pas sur leur compte en banque. C'est un scandale. Et en réalité, ce sont bien souvent les grands acteurs qui jouent de ces délais de paiement. Et les PME sont bien plus fragiles. Mais bien évidemment, nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis en colère, nous avons aujourd'hui des défaillances de toutes petites entreprises dans des secteurs, je pense au bâtiment, à la construction, qui tombent parce que elles ne sont pas payées en temps et en heure. On ne l'accepte pas quand on est banquier de voir une TPE qui ne rentre pas les rémunérations de ses factures. On a des entreprises qui tombent. C'est un sujet de responsabilité et d'égalité économique. Donc, avec Bruno Le Maire, on ne s'interdit rien. Et on envisage effectivement de renforcer les sanctions fortement dans les mois qui viennent. Et puis d'élargir aussi le spectre de ceux qui doivent être transparents. Les entreprises, c'est bien. Les collectivités territoriales ont le droit aussi d'être transparentes. C'est même la loi. Et donc, d'ici au 15 avril, avec Bruno Le Maire, nous leur avons écrit en fin d'année dernière, elles devront publier leur délai de paiement pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants. Et c'est bien la moindre des choses. Avant 2024 et les JO qui vont attirer des touristes en France, vous pouvez déjà nous annoncer ce matin que l'année 2023 est une année record pour la France en termes d'attractions touristiques. Quels sont les chiffres? Les touristes reviennent en France? Oui. Et merci, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Sourire, là. Non, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Oui. Et il y a la France qui gagne, il y a la France qui bataille, mais il y a aussi la France qui gagne. Chapeau aux acteurs du tourisme. Combien? Je ne fais que les accompagner. 63 milliards de recettes internationales. On était aux alentours de 58-59 milliards l'an passé. C'est plus 12%. Je remarque plusieurs choses que je partage avec vous. Plus de 8 Français sur 10 qui ont fait le choix de partir en vacances sont partis en France. Plus de 50% ont consacré un budget sur les vacances d'hiver supérieur à celui de 2022. Et la très bonne nouvelle, il y en a deux. Un, le retour des clientèles chinoises et américaines, notamment la clientèle chinoise plus 900% par rapport à l'an passé, aussi parce que les vols ont repris évidemment et que les taux du Covid s'est desserré en Chine. Et en perspective, dans les semaines qui viennent et mois qui viennent, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, plus 6% d'arrivées aériennes prévues dans les 6 prochains mois, ce qui nous laisse présager de nombre de visiteurs dans notre beau pays pour cet événement mondial. La ville de Paris est sale, on attend les JO. Est-ce que Paris sera prête ou pas? Je croyais que vous alliez me demander si Paris sera propre. Alors, propre et prête. Si je faisais comme le Rassemblement National, je décréterais sans rien proposer. Mais c'est pas ma tasse de thé. Et quand vous vous promenez dans la capitale, vous vous dites, tiens, ça y est, on est prêt à recevoir dignement les... D'abord, je me promène assez peu. Je vous cache pas que mon agenda même en voiture ou... Bon. Paris est comme elle est. Moi, à 3 mois de l'événement, j'ai autant j'ai eu des critiques et vous connaissez, je parle là dent dure à l'endroit de la maire de Paris. Là, soyons clairs, on est à 3 mois de l'événement, tous ensemble, tous unis. Il faut qu'on réussisse. C'est pas le temps des anathèmes, c'est le temps de la préparation. Il est midi moins 10, c'est demain les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je crois qu'il y a aussi une question d'humeur, d'état d'esprit. On a nos faiblesses, on a nos forces. Paris est pas toujours la plus propre. Je suis la première à le dire. Paris peut être la plus belle au monde,
Jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a fait une cérémonie d'ouverture sur un fleuve. 2000 ans d'histoire que la France va honorer. C'est la première fois qu'on aura une cérémonie sur le fleuve qui est notre Seine. On peut aussi avoir des moments formidables. J'ai envie de penser à ça. Et je pense que les Français sont dans le même état d'esprit. Ils seront nombreux à rester à Paris, notamment les Franciliens, dans les études que nous faisons, pour profiter de cet événement. Et on n'est pas à l'abri que ce soit un grand moment pour ce pays. On n'est pas à l'abri que ça se passe bien, effectivement. oui. Vous avez raison. Et je pense que tous les Français qui aiment leur pays le souhaitent. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des médailles et d'avoir... vous voyez ? À propos des JO, une dernière question, une réponse rapide s'il vous plaît. C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron, dit Marine Le Pen, interrogée au sujet d'Ayane Nakamura qui chantera lors de la cérémonie d'ouverture. Vous-même, vous avez chanté lors de la Journée internationale du droit des femmes, du Clara Luciani. C'était pas la cérémonie d'ouverture et c'était spontané. Vous voulez une réponse rapide ? Oui. J'ai pas envie de commenter ça. Voilà. Ayane Nakamura, 500 millions de personnes dans le monde l'écoutent. Ça fait des semaines qu'on en parle. C'est une artiste. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas mon sujet. Les postures qui sont pas étonnantes de Madame Le Pen sont les siennes. Avançons, arrêtons d'en parler. C'est une grande artiste et laissons les Jeux se préparer. Merci beaucoup Olivia Grégoire. Bonne journée à vous. Merci. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1.